Bonjour, chères étudiantes et étudiants. Alors, le cours que je vais présenter ici porte sur la thermodynamique chimique pour la filière SMC S4. Alors, ce cours sera composé de 5 chapitres. Alors, le premier chapitre, ce sont les grandeurs molaires partielles. Alors avant, il faut savoir ce que c'est qu'une grandeur molaire. Alors, une grandeur molaire, par définition, il est donné par l'expression suivante affichée, x. La grandeur molaire partielle x est égale tout simplement x divisé par le nombre de moles. Si j'applique ça pour le volume molaire, alors pour le volume, donc le volume molaire est égal V sur le nombre de moles. Alors, définissons maintenant ce que c'est qu'une propriété molaire partielle. Alors, soit la propriété extensive, par exemple x, que j'appelle x, de ma solution. Alors, cette propriété extensive x, il dépend bien sûr de la température, de la pression et de la composition. On définit la propriété molaire partielle xi du constituant i par l'expression suivante. Alors, la grandeur molaire partielle de xi, du produit i, est égale à la dérivée partielle de x sur d de ni. Alors, pour la différencier de la grandeur molaire, on va mettre ici un tiret en haut. Donc ça, x avec un tiret en haut, c'est la grandeur molaire partielle, et xi tout simplement ici, c'est la grandeur molaire. Alors à partir de cette expression, donc on peut déduire que x est égal à la somme de ni multiplié par la grandeur molaire partielle de i. Alors si cette variable x est le volume, on appelle le volume molaire partiel. Si par exemple cette variable x c'est l'enthalpie, on va l'appeler l'enthalpie molaire partielle. Alors pour une solution par exemple, le volume molaire partiel c'est la contribution de chaque constituant au volume total du mélange étudié. Alors maintenant, on va établir une relation importante qu'on va utiliser trop souvent aux travaux dirigés, qu'on appelle la relation de Gibbs-Duhem. Alors partons toujours de x et on va prendre la différentielle de cette fonction x qui dépend de la température, de la pression et de la composition. Alors, la différentielle de cette propriété x extensive, il est donné par cette expression. Donc ici, c'est la différentielle par rapport à t, ici par rapport à p, ici par rapport à la composition, ici le nombre de moles. Par ailleurs, comme on travaille à température et à pression constante, donc autrement dit, dt est égal à 0 et dp est égal à 0. Donc ce terme, il va disparaître et ce terme, il va disparaître. Donc qu'est-ce qui nous reste? Tout simplement, la différentielle de x, c'est la dérivée partielle de x par rapport à ni, multiplié par d de ni. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la grandeur molaire partielle. Donc c'est égal à xi. Et je vais mettre un tiret en haut pour indiquer qu'il s'agit de la grandeur molaire partielle multipliée par d de ni. Alors j'appelle cette expression la relation 1. Alors par ailleurs, si je pars de l'expression de x, mais cette fois-ci est égale à sigma de ni
multiplié par xi, la grandeur molaire partielle que nous avons vue auparavant. Donc, je pars de la différentielle de cette expression. Donc, dx est égal ni d de xi plus xi d de ni. Et j'appelle cette expression l'expression 2. Donc, il s'agit de la même différentielle de la même variable x ici et la même variable x ici. Donc, autrement dit, 1 est égal à 2. Donc, en comparant les deux expressions 1 et 2, qu'est-ce qu'on remarque? On établit ce qu'on appelle la relation de Gibbs-Duhem, c'est-à-dire la somme de ni d de xi bar est égale à 0. Et cette expression, c'est ce qu'on appelle l'expression de Gibbs-Duhem. Alors, si j'applique ça pour les volumes, ça sera ni d de vi à t et p est égal à 0. Donc, pour un mélange binaire, on aura n1 d de v1 plus n2 d de v2 est égal à 0. Alors maintenant, il faut se demander pourquoi on fait appel à ces grandeurs molaires partielles. Alors, partons d'un mélange binaire composé de 1 et de 2. Donc, 1, c'est le solvant. Et 2, toujours l'indice 2, on l'affecte pour le soluté. Alors, pour la première expérience, on va essayer de former une solution, mais du même produit. Il s'agit de l'eau. Donc, mélangeons un volume V1 d'eau et un volume V2 d'eau. Donc, dans ma solution, j'ai seulement les molécules de l'eau. Donc, le volume de ma solution que j'appelle V3 égale V1 plus V2. C'est correct. Maintenant, prenons une autre solution, mais cette fois-ci en mélangeant un volume V1 de l'eau et un autre volume V2 de l'alcool. Donc, on a deux produits complètement différents, l'alcool et l'eau. Alors, V3 n'est plus égal à V1 plus V2. Tout simplement parce que ici, vous avez la molécule d'eau et ici, vous avez la molécule d'alcool qui n'est pas la même. Les interactions au sein de cette molécule d'eau ne sont pas les mêmes que les interactions au sein de cette molécule d'alcool. Donc, à cause de ces différents types d'interactions, le volume de ma solution sera différent des volumes des produits, si vous voulez, purs. Donc, autrement dit, pour calculer le volume de la solution ici, on doit faire appel au volume molaire partiel. Alors, l'occupation de l'espace par les molécules d'eau dans les deux solutions ici est complètement différente. Ici, il occupe un espace, ici, il occupe un autre espace dans cette solution. Alors maintenant, on va passer pour une solution quelconque. Alors une solution binaire, donc V est égal à N1 V1 plus N2 V2. Avec V1, c'est le volume molaire partiel de 1 et V2, le volume molaire partiel de 2, le soluté. Alors, si je veux calculer ces volumes molaires partiels, on va revoir la définition. Donc, V1, c'est la dérivée du volume total par rapport au nombre de moles N1, à T et P constant. Et V2, c'est tout simplement la dérivée de cette expression par rapport à N2. Donc, ça, je répète, c'est le volume de la n'importe quelle solution. Et on peut calculer ces volumes molaires partiels tout simplement en prenant la dérivée partielle par rapport à la composition. Alors, il y a une autre technique, c'est le calcul de ces grandeurs molaires partielles par voie expérimentale.
Alors, toujours prenons un mélange binaire 1 plus 2. Et on va prendre comme exemple les volumes molaires partiels. Alors, je rappelle, le produit 1, c'est le solvant, et le produit 2, toujours, c'est le soluté. Donc, on va porter sur un diagramme binaire le volume total de ma solution, c'est-à-dire V est égal à N1 V1 plus N2 V2. Et puisque c'est une solution, il faut faire appel au volume molaire partiel. Donc, c'est ce que j'ai porté ici sur cet axe. Le volume total de ma solution, que j'appelle Vm. Ici, c'est la composition. Donc, vous avez le volume total de la solution en fonction de la composition. Ici, je portais X1, ici, X2. Donc, ici, X2 est égal à 1, c'est-à-dire le produit de pur. Et ici, le produit 1 pur. Alors ici, c'est l'eau pure. Et de l'autre côté, c'est l'alcool pur. Donc là, c'est le volume de l'alcool pur. Et là, c'est le volume de l'eau pure. Alors, quand je forme ma solution, c'est-à-dire ce qui est donné ici en courbe en rouge, prenons le cas de l'exemple ici en ce point. Si on vous demande de calculer le volume molaire partiel de l'eau et de l'alcool pour ce mélange de composition, bien sûr ici, X1, X2. Alors pour cela, on trace la tangente en ce point M. Alors cette tangente en ce point M, c'est ce qui est donné ici par la courbe, ou bien, pardon, par la droite en noir. Il va couper l'axe ici en un point que je vais appeler le volume molaire partiel de l'eau. Et de l'autre côté, il va couper cet axe pour le volume molaire partiel de l'alcool. Donc, les volumes molaires partiels pour cette solution, ils sont donnés directement sur la courbe. Donc, il suffit de tracer la pente, la tangente à cette pente, et vous déduisez directement les volumes molaires partiels. Donc là, c'est le volume molaire partiel de l'eau. Et là, c'est le volume molaire de l'eau pure. Là, c'est le volume de l'alcool pur. Et là, c'est le volume de l'alcool dans la solution partielle. Donc, le volume molaire partiel est défini comme étant la pente de la courbe représentant le volume total d'un mélange en fonction de N. Donc ça, c'est une méthode de calcul des grandeurs molaires par voie expérimentale. Alors, il y a une autre technique pour calculer ces grandeurs molaires en faisant appel aux propriétés molaires apparentes. Alors, toujours prenons le cas d'un mélange binaire où l'un des constituants est en excès par rapport à l'autre. Par exemple, le produit 1 est le solvant, il est en excès par rapport au produit 2 qui est le soluté et qui est trop dilué. On appelle propriété molaire apparente du soluté la valeur suivante, phi2. Alors, phi2, c'est la propriété molaire apparente, telle que X est égal à N1 multiplié par X1 étoile ici, donc c'est la propriété pure, plus N2 multiplié par la propriété apparente du soluté. Donc vous avez le solvant pur et le soluté à l'état apparent. Si j'applique l'expression de la grandeur molaire partielle, donc X2, c'est la dérivée de cette expression X par rapport à N2. Donc ça sera phi2 plus N2, la dérivée partielle de phi2 par rapport à N2. Donc si je connais l'expression du volume molaire apparent, je peux déduire facilement la grandeur molaire partielle X2. Alors, appliquons ça pour le volume. Alors, on définit le volume molaire V de la solution totale est égal à N1 V1 plus N2 phi2.
Donc, je répète, le solvant est à l'état pur, il est en excès, et le soluté, il est très dilué, donc en petite ou très petite quantité. Donc, on va faire appel au volume molaire apparent. Dans ce cas, phi2 est égal à V moins N1 V1 étoile sur N2. Alors, je remplace le volume de la solution par l'expression qu'on connaît, quelle que soit la solution, N1 V1 plus N2 V2. Donc, phi, ou le volume molaire apparent pour le soluté, pour le volume, est égal donc N1 V1 plus N2 V2 moins N1 V1 du corps pur sur N2. Alors, quand le soluté tend vers 0, la concentration du soluté tend vers 0, c'est-à-dire vous avez une solution diluée. Autrement dit, vous avez votre soluté en très petite quantité et le solvant en grande quantité. Donc, autrement dit, le solvant, il va solvater le soluté. Donc, on va prendre les notations suivantes. Pour le soluté, il est solvaté, donc on va mettre V2 exposant infini pour indiquer qu'il est solvaté. Et pour le solvant 1, il est en grande quantité, il est presque à l'état pur, donc étoile. Donc, reportons ces expressions dans cette expression. Donc, le volume molaire apparent, il va tendre vers N1 V1 étoile, plus N2 V2 ici à l'infini pour indiquer qu'il est solvaté, moins N1 V1 étoile sur N2. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que le volume molaire apparent du soluté, il va tendre vers tout simplement le volume du solvant, du soluté à l'état dilué. Si la solution, par contre, il est quelconque, ou la dilution est quelconque, on a l'expression du volume molaire partiel V2 est égal à dV sur d de N2. Et en partant de cette expression du volume, on trouve c'est le volume molaire apparent V2 plus N2, la dérivée de phi2 sur d de N2. Donc, si vous connaissez ou si vous avez l'expression qui vous donne le volume molaire total de la solution, vous pouvez déduire facilement le volume du soluté à partir de cette expression. Alors, pour terminer cette partie, on va voir ce qu'on appelle les grandeurs de mélange. Alors, pour cela, comparons les propriétés des corps purs dans les mêmes conditions de température et de pression avant et après le mélange. Donc, avant le mélange, vous avez pour les corps purs, le volume, c'est tout simplement Ni multiplié par Vi étoile, c'est-à-dire on a seulement les corps purs, ils ne sont pas encore mélangés. Maintenant, une fois qu'on forme notre solution, c'est-à-dire après, on a le volume du mélange, c'est égal à Ni, toujours la composition, mais cette fois-ci, au lieu de corps purs, ce sont les grandeurs molaires partielles, parce qu'ici, vous avez la solution, ici, avant, vous avez seulement les corps purs. Alors, on appelle grandeur de mélange la différence entre la solution et les corps purs, c'est-à-dire Vm est égal à V, le volume de ma solution, moins le volume pour les corps purs. Alors, cette différence, c'est ce qu'on appelle le volume de mélange. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.